Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Modèle PLG, ambition internationale dès l'origine, réussite américaine, la trajectoire de Phantom Buster, elle paraît idéale alors que la startup vient de franchir le cap des 10 millions d'ARR. Justement, pour décrypter un petit peu l'histoire derrière cette croissance, je suis aujourd'hui avec Guillaume Boiret, qui est CEO et cofondateur de Phantom Buster. Bonjour Guillaume. Salut Axel, merci beaucoup de m'accueillir. Ah bah écoute, c'est un plaisir, d'autant que j'allais dire pour le coup, mon Phantom Buster, j'avais dû, enfin je l'ai utilisé, mais déjà il y a 5-6 ans en arrière, donc c'est cool de pouvoir faire un point d'étape avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être, s'il te plaît, en introduction, du coup, te présenter en quelques mots, bah, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui connaîtraient pas Phantom Buster, du coup. Oui, bah alors je suis CEO et cofondateur de Phantom Buster. Ça fait 8 ans qu'on a lancé la boîte. À la base, on était vraiment sur le gros marketing et puis on s'est orienté petit à petit sur un outil pour les sales. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les sales puissent se focus sur ce qui compte vraiment pour eux, c'est-à-dire closer des deals et tout ce qui est le sourcing, l'enrichment, le fait de récupérer des leads, le fait de garder son CRM à jour, c'est hyper chronophage et c'est vraiment pas le rôle des sales. Et pourtant, souvent ils ont besoin de le faire. Soit ils ont besoin de récupérer des leads grâce à des agences de lead gen, soit il y a un travail qui est fait avec des grosses marketeurs. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment permettre aux sales d'être indépendants et d'avoir un contrôle entier sur leur sales pipeline. Voilà, c'est ça l'objectif. Ok, très cool, ouais, et du coup, bah, on en parlera, mais évidemment, l'outil, il a pas mal évolué au cours des années. Et justement, à travers un petit peu l'histoire de la croissance de Phantom Buster, on va parler aussi PLG, donc Product-Led Growth. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu pourrais, j'allais dire, bah, me donner ta définition, toi, de comment tu vois le PLG, justement, et pourquoi c'est une stratégie intéressante pour un SaaS comme le tien? Alors le PLG, donc c'est vraiment avoir un point de vue très ingénieur, je trouve, sur l'acquisition, même sur la rétention, sur l'activation, enfin sur tout. C'est travailler sur faire un marketing qui soit lié au produit, un produit qui apporte de la valeur le plus rapidement possible. Et c'est aussi avoir des customer, les customer experience, le CX, le customer support, qui soit intégré aussi dans le produit. Donc c'est vraiment avoir un état d'esprit de dès qu'un être humain, un utilisateur vient utiliser Phantom Buster, que ce soit pour le découvrir ou pour demander de l'aide ou pour récupérer de la valeur, tout doit être fait pour qu'il y ait le moins d'interaction humaine possible. Alors on adore nos utilisateurs, on les aime beaucoup, on veut leur parler, on leur parle beaucoup d'ailleurs, mais pour pouvoir être capable de scaler et de pouvoir avoir un produit qui soit utilisable dans le monde entier, évidemment on peut pas passer du temps avec chacun d'entre eux. Donc il faut être capable d'avoir quelque chose qui soit totalement automatisé, et c'est ça pour moi vraiment le PLG, c'est cette possibilité d'apporter de la valeur en faisant en sorte que les utilisateurs se débrouillent tout seuls pour pouvoir arriver à acquérir cette valeur. OK. Ouais, parce que du coup, c'est ça, c'est la croissance par le produit, on va dire. Donc dans cette notion d'efficacité, pour, vous, pouvoir faire du volume et donc de la croissance, effectivement, il faut que chaque étape soit optimisée pour qu'il y ait le moins de friction possible et ju bah, en fait, quand on parle de scale, c'est ça, au final, c'est réussir à grossir, enfin, à grossir en termes de base de clientèle, sans avoir besoin de démultiplier tout de suite les utilisateurs, enfin les équipes quoi, côté support Oui, notamment. exactement. C'est pouvoir être capable de se dire je veux apporter de la valeur le plus rapidement possible. Donc chez nous, chez Phantom Buster, c'est de pouvoir proposer des leads le plus rapidement possible. Donc je suis un utilisateur, je cherche sur Google un moyen pour pouvoir récupérer des leads. Je tombe sur Phantom Buster, je comprends rapidement la valeur des fantômes qui me sont proposés. Nous, on a un catalogue de fantômes. Donc un fantôme, c'est un outil qui permet d'automatiser les réseaux sociaux. Par exemple, je voudrais extraire la liste des personnes qui ont liké le commentaire de la publication d'un de mes compétiteurs, d'un de mes concurrents. Donc les personnes qui ont aimé ce contenu, potentiellement, c'est des leads pour moi. Donc je fais cette recherche-là en tant qu'utilisateur, je veux récupérer ces leads-là, eh bien je dois comprendre la valeur grâce à Phantom Buster dans les pages, les premières pages qui sont visitées. La homepage, évidemment, doit m'expliquer que ça va me porter énormément de valeur. Et quand je m'inscris, je dois pouvoir être capable
de me dire: «OK, je suis, la bonne personne pour ce produit-là, je suis capable d'utiliser ce produit-là, je vais d'ailleurs le faire moi-même». Je lance un premier fantôme. On a 60 de nos utilisateurs qui arrivent à lancer un fantôme. Alors c'est pas mal, mais ça pourrait être largement mieux. Mais voilà, dans ces 60 et ben, ce sont des gens qui, ont lancé un fantôme et qui se disent: «OK, j'ai des leads qui apparaissent, j'ai compris la valeur». Et donc ça, arriver à ce point-là, bah, derrière, c'est, la possibilité de dire: «Bon, bah, il y a un autre fantôme qui est compatible avec celui-là, est-ce que ça t'intéresse de regarder?» Et si oui, et ben, on continue à faire une stratégie d'acquisition, ensemble, pour au final dire: «Bon, bah, voilà, ça apporte vraiment de la valeur, je vais, sortir la carte bleue». Ouais, c'est du coup, c'est vachement intéressant et on le détaillera, peut-être un peu plus tard d'ailleurs, sur parce que ça implique beaucoup de choses à la fois dans tes stratégies d'acquisition comme, d'activation, de nurturing, effectivement pour montrer la valeur dans le produit rapidement, et enclencher, ces boucles de croissance. Mais juste avant du coup de rentrer dans ce détail un petit peu de votre go-to-market et de comment ça fonctionne, tu me disais que alors le timing de l'interview, elle est marrante parce que j'ai sorti récemment pas mal d'épisodes sur l'internationalisation, tu vois, de boîtes françaises qui ouvraient des filiales à l'étranger, et de comment est-ce qu'on choisit ces pays, comment est-ce qu'on approche justement, tu vois, la traduction, le test du PMF justement dans des pays dans lesquels on n'était pas. Vous, c'est marrant parce qu'en fait, vous avez créé Phantom Buster comme une boîte internationale dès le début. D'ailleurs, j'avais reçu Nailé, qui avait travaillé chez vous, sur le podcast dans un précédent épisode, où il me disait, bah, quand je les ai rencontrés, moi j'étais persuadé que c'était des Américains, Phantom Buster. Ouais, bah, ça Et, c'est, du coup, c'est une philosophie qui est particulière, quoi. oui, alors après c'est toujours subjectif là, c'est dans notre cas particulier, dans notre marché particulier, vu on travaille, avec, pour les sales, évidemment, que les US, étaient un marché très intéressant pour nous parce que, c'est quand même là-bas que les stratégies, d'acquisition se font. Enfin, il y a quand même une ouais, comment dire, une envie, de faire, toujours plus de sales, d'être capable de trouver des chemins de traverse pour aller trouver des nouveaux prospects. Les stratégies viennent de là-bas. Et du coup, on s'était dit, ce serait quand même beaucoup plus efficace d'arriver à toucher le marché américain d'abord, sachant que derrière, bah, le produit qui marche pour les Américains, il marche évidemment pour les Européens. Mais être là où l'innovation, se fait. Et donc on a dit, bah, faisons-nous passer pour des Américains. En fait, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de parler leur langue et avoir un minimum de conscience de leur culture. Nous, on a fait un, un passage à San Francisco de 3 mois, il y a quelques années maintenant, et on a appris énormément de choses sur la culture américaine. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur la façon de tester les produits. Les Américains sont pas du tout pareils que les Européens d'ailleurs. Et donc se faire passer pour des Américains, bah, c'est bon, c'est pas très compliqué, mais c'est pas si simple non plus. Surtout quand on est des Frenchies. Quand on a décidé de faire ça, on n'était que entre Français, et il a fallu s'internationaliser en fait. Et pour ça, pour pouvoir être capable de parler anglais, et ben on a embauché une collègue, une teammate irlandaise, qui s'appelle Alexandra d'ailleurs, que je salue. Et donc elle ne parlait que anglais à l'époque, et donc on s'est tous adaptés, toutes et tous adaptés dans la boîte pour parler anglais. Et on a tout changé nos process, on s'est transformé une boîte internationale grâce à elle, et ça nous a permis de comprendre nos utilisateurs beaucoup mieux, de faire du contenu pour nos utilisateurs de façon beaucoup plus fine, de faire un produit pour eux aussi, et puis ça nous a permis en tant que boîte de pouvoir embaucher d'autres personnes anglophones et en réalité non françaises. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une boîte où on est 70, et on a des personnes qui viennent de partout en Europe, et aussi des UK, Irlande, Espagne, Portugal, Italie. Et donc ce melting pot culturel, ça nous permet de pouvoir ouais, toucher un marché mondial. Et c'est vrai, on a commencé à faire ce travail pour les États-Unis, mais très rapidement, ça a fonctionné pour le monde entier. Quelques chiffres chez nous, on a 48,5% de notre chiffre d'affaires qui est généré en Europe, et on Ok. a 39,3% qui est généré en Amérique du Nord, donc Canada, US et Mexico. Donc oui, on a commencé en termes de strat comme ça, mais au final, c'est vrai que ça a été worldwide tout de suite.
Ouais, 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 comme tu le dis, pour le coup, quand on le retrouve dans les chiffres, en tout cas, tu as une part très importante qui est générée, Amérique du Nord et ça, c'est pas si facile que ça de pénétrer le marché américain et tu vois, c'est vrai que quand on parle, des sujets d'internationalisation, il y a toujours effectivement cet enjeu de d'aller chercher des natifs, parce Mmh qu'en mh. fait, bah, comme tu l'as dit, en fait, la culture, oui, surtout la culture américaine, on baigne un petit peu dedans, je veux dire séries, cinéma et tout, on parle, alors bon, en France, plus ou moins bien anglais, mais On il suffit parle pas de très parler bien anglais. anglais, et d'avoir vu 3 séries pour comprendre la culture américaine et il y a quand même du coup, vous avez fait ce passage-là, vous, alors avec, une irlandaise, donc c'est pas vraiment, américain, mais en tout cas, c'est cette culture anglophone, quoi. Ouais, on a commencé par le côté anglophone et c'est vrai que, on croit on croit que parce qu'on mange des burgers et qu'on a regardé la série Friends, qu'on est, là je sonne un petit peu boomer d'ailleurs parce que Friends ça commence à être un petit peu vieux, Ouais, c'est un mais classique. mais mais en fait, ouais, non, il y a quand même des choses un peu spécifiques, qu'il faut apprendre et quand on est allé, à SF, ça a été un grand moment d'apprentissage justement de cette culture. Très cool. Écoute, on aura certainement l'occasion de creuser un petit peu ces spécificités américaines, mais, du coup, pour en revenir un petit peu à votre, stratégie de croissance, est-ce que tu pourrais me dire, tu l'as rapidement brossé, déjà parce que tu as glissé quelques mots-clés, mais c'est quoi pour toi les piliers de la réussite, d'une stratégie PLG? Effectivement, tu as parlé de l'expérience utilisateur, de la valeur délivrée rapidement. Du coup, si tu devais, effectivement faire un focus sur quelques sujets particuliers, c'est quoi pour toi les piliers de la réussite? Hem, j'irais sur l'onboarding. L'onboarding, c'est quelque chose de majeur, être capable de comprendre ses utilisateurs et notamment, de ne pas être opinionné, sur ses utilisateurs. On a parfois, quand on est entrepreneur, on a envie d'avoir comme client telle ou telle, catégorie de personnes. Il s'avère que, on a les clients, que l'on a et il faut, regarder qui ils sont, apprendre à les connaître et potentiellement les segmenter. Nous, par exemple, on travaille avec pour les sales, mais il y a aussi beaucoup de personnes au marketing qui sont intéressées par ce que l'on fait. Donc il y a, au minimum chez nous 2 personas, différentes. Il faut être capable de les segmenter et quand on a quelqu'un qui est plus orienté, marketing ou plus orienté sales, il faut que l'onboarding soit, adapté. Donc il y a une connaissance, de ses clients et être très, très focus sur la data parce que encore une fois, on peut pas parler aux gens, enfin, on peut pas parler à toutes les personnes et donc il y a une notion statistique qui, est mise en jeu et donc il faut être à l'écoute en fait de nos utilisateurs via, la data. Donc il y a cette notion d'onboarding. Il y a le fait d'être, ah oui, puis j'ai oublié un truc dans l'onboarding, c'est que il faut pas tout balancer d'un coup. Vu qu'on est, heu on laisse l'utilisateur se débrouiller. Il est totalement inenvisageable de dire voilà, voilà tout ce qu'on peut faire. Je te balance tout dans la tête d'un seul coup et puis tu te débrouilles. Non, il faut être capable de travailler sur la notion de discoverabilité, de dire voilà, pour aller de ce point-là à ce point-là, c'est facile, il y a juste ça à faire. Et quand il est arrivé, ah bah il y a ça aussi à faire, il y a ça aussi à faire, il y a ça aussi à faire. Ça me fait penser à un des meilleurs onboarding, peut-être que je sors un peu du sujet, mais il y a un Vas-y, des vas-y. meilleurs onboarding que j'ai jamais vu de ma vie, c'est dans un logiciel, c'est un jeu vidéo, c'est dans Zelda Breath of the Wild, c'est l'avant-dernier, et c'était la première fois qu'il faisait un monde ouvert, complètement ouvert, et donc il y avait cette notion de quand je sors de la première grotte, je peux faire exactement ce que je veux. Et comment est-ce que Nintendo a fait pour guider l'utilisateur à essayer de comprendre que il est possible de faire ci, ensuite il est possible de faire ça. Le premier truc qu'on voyait, c'est que sur la première souche devant soi, il y avait une hache, et donc on prend la hache, et puis après on tourne à droite parce qu'on voit un arbre, puis on voit qu'il y a une pomme qui est par terre, donc on prend la pomme, et ensuite on voit qu'il y a une pomme qui est dans l'arbre, mais on peut pas l'accrocher, on peut pas la prendre. Par contre, on a une hache, on a un arbre, on va taper sur l'arbre, l'arbre va tomber, et on va prendre la pomme. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est l'onboarding sans qu'on ait l'impression d'être onboardé. Moi, je pense que voilà, l'onboarding où il y a les flèches qui disent tu cliques là, ensuite tu cliques là, ensuite tu cliques là, ensuite tu cliques là. Personnellement, moi, je clique sur passer l'ensemble parce que ça me gonfle extrêmement rapidement. Mais surtout, c'est pas ça qu'on veut en fait. On veut que l'utilisateur, il ait de la dopamine qui soit générée à chacun de ses clics et que ce soit pas en regardant des vignettes, mais plutôt en comprenant que je comprends que la valeur fait ça, la valeur fait ça, la valeur fait ça. Quand on a une personne qui est euh, fondamentalement contente d'être arrivée à ses fins et d'avoir eu un besoin, avoir été capable de l'exprimer et avoir soi-même généré le résultat, derrière, ça donne beaucoup plus envie d'acheter en fait.
Ouais, bah, c'est, du coup, alors je vais, sauter une question par rapport à ce que je voulais aborder parce que quand tu reviens sur ce sujet d'onboarding, tu vois, c'est vrai que moi j'ai rédigé une newsletter comme ça il y a quelques semaines, où en fait j'avais pris un petit peu les scénarios, tu vois, dans Zapier, Airtable, et puis Loom pour voir justement un petit peu c'était quoi les workflows de nurturing qu'ils pouvaient mettre dedans parce que tu as toujours ce free trial qui du coup l'enjeu c'est justement d'accompagner l'utilisateur pour jusqu'à ce fameux aha moment, on va dire, où, Mmh il mh. trouve la valeur, dans cet onboarding. Et qu'il utilise vraiment du coup la solution pour finir par mettre la carte bleue parce qu'il aura trouvé la valeur du produit. Et donc on est dans cette espèce, oui c'est ça, d'activation, je pense, si on prend Mmh. le bon mot, ça doit être à peu près ça. Euh, c'est entre l'expérience produit, à la fois comment tu vas guider cet onboarding, en même temps, tu as potentiellement des scénarios de nurturing à mettre en place à côté marketing, on va dire, avec de l'emailing et tout pour optimiser ça. Qui c'est qui est honneur de ça chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est au produit? Est-ce que c'est quelque chose qui est au market? Comment est-ce que c'est organisé justement pour essayer d'optimiser ces taux-là? Oui, bah, nous, c'est très lié. Ça va plutôt être marketing, mais avec une orientation produit. Le fait d'être capable de comprendre le job to be done, ça aussi c'est un point supplémentaire, c'est quand on commence à utiliser le produit, il faut être capable de savoir ce qu'on a envie de faire. Donc le nurturing aussi, vu on connaît le but final de l'utilisateur, on est capable de pouvoir les aider avec du nurturing très spécifique, avec de l'emailing très spécifique, en fonction de ce qu'ils nous ont dit, de ce qu'ils voulaient faire avec la notion de job to be done. Donc voilà, partage des responsabilités marketing et product, mais chez nous c'est très lié parce que on peut en reparler notamment sur le SEO. La notion de SEO et de page produit sont intimement liées. Donc voilà, on est très fusionnel sur le marketing et le product. Ok. Et donc ce que tu as dit, c'est qu'en fait tu vas avoir plusieurs potentiellement scénarios d'onboarding sur la base des informations qui auront été saisies pour accéder au produit? La notion de recommandation va différencier, ouais, va être différent, ouais. OK. Et donc c'est ça, en fait, c'est par rapport au profil de la personne et ce qu'elle aura saisi dans, on va dire, dans le formulaire, en tout cas pour s'inscrire sur la plateforme, vous allez pouvoir pousser des scénarios différents, en fonction du job to be done justement, Exactement. Et d'ailleurs, la prochaine version de Phantom Buster qui arrivera dans à peu près 3 mois, l'idée c'est carrément d'abstraire cette problématique-là en disant juste, voilà, explique-moi qui tu es, quels sont tes besoins. Je travaille pour telle société. Je considère que mon ICP c'est ça. Je considère que mon marché c'est ça. Je considère que mes influenceurs, enfin les influenceurs de mon marché c'est ça. Alors, Phantom Buster a toutes les informations nécessaires, en réalité, pour comprendre quel est le job to be done, quels sont les éléments à aller monitorer, et très rapidement, Phantom Buster est capable de se dire, ok, bah, les leads, je sais que je peux les trouver ici, là et là et là, que les signaux qui sont nécessaires au fait de savoir si un lead est c'est un lead chaud ou froid, eh bien je sais quels sont les signaux à regarder. Et donc voilà, cette notion de job to be done sera carrément intégrée grâce à la description de qui est notre utilisateur et pour quelle société il travaille. très cool, ouais. Donc vous allez arriver, sur une espèce d'onboarding un peu conversationnel, qui va Exactement. pouvoir, pousser, j'imagine, il y a un peu d'IA ou des choses comme ça Il y a, derrière qui permettent de faire ça, il y a beaucoup d'IA parce qu'en fait, le côté vraiment hyper intéressant de l'IA, au-delà du fait que ce soit méga trendy et que on en entend parler partout, ça reste un outil. C'est juste un outil. C'est un outil qui est capable de faire de la magie avec de la data. Et donc l'IA en tant que telle, bon bah on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire avec de la data. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on propose de la data ultra fraîche. Parce que nous, ce qu'on permet de faire, hein, c'est de pouvoir automatiser son propre LinkedIn. Donc en tant qu'utilisateur, je vais confier mon LinkedIn à Phantom Buster, qui va pouvoir aller browser, se balader sur LinkedIn à ma place et aller récupérer des informations sur les sociétés, sur les leads, et pouvoir en faire des analyses. Et donc, l'AI à ce niveau-là, le machine learning en particulier, va permettre, une fois connecté au CRM d'ailleurs, va pouvoir être capable de se dire, ok, je suis Phantom Buster, je te propose des leads, toi tu essaies de les transformer, et puis je vois si tu as réussi ou si tu n'as pas réussi, et si tu as réussi, eh ben, très bien, je vais t'en donner d'autres qui ressemblent aux leads qui sont devenus des clients. Donc on se retrouve avec une feedback loop positive entre le CRM et l'acquisition. Voilà, ça la magie de l'AI, et ça n'est possible que si on propose de la donnée ultra fraîche, et c'est ce que nous, à la base, on fournit.
Ouais et puis j'imagine qu'en plus ça apprend aussi de la base de données que vous avez aujourd'hui sur les comportements des utilisateurs, Exactement. que vous avez construite au fil des années, quoi. Exactement, on est expert sur le la generation, la création de prospects, sur, pas mal de marchés, distincts et donc oui, effectivement, on est assez à l'aise avec la data qu'on a en interne pour proposer, des ouais, du monitoring, très précis pour nos utilisateurs. Très cool. Écoute, c'est super intéressant. Mais je reviens pour essayer à mon fil, sur les sujets que je voulais aborder parce que tu as parlé tu as glissé le mot-clé, donc encore une fois, je rebondis et la passe est parfaite parce que tu as parlé de SEO. C'est vrai que sur les modèles PLG, on l'a dit, le but, c'est d'être un petit peu, enfin que l'utilisateur soit le plus autonome possible. Donc du coup, on se repose naturellement sur des stratégies d'inbound, aussi et donc le SEO est un levier important. Hem C'est du coup, j'allais dire, c'est quoi un petit peu les principaux leviers de votre marketing mix, mais surtout, comment est-ce que vous avez construit cette stratégie SEO? Tu l'as dit, il y a à la fois les sujets, produits, page produit, comment tu vas être positionné. En plus, vous avez ce catalogue de fantômes, donc j'imagine que, l'enjeu d'aller se positionner sur la micro-fonctionnalité de chaque fantôme est super intéressante et en même temps, il y a tout cet enjeu marketing global, qu'on peut voir sur des sujets plus top of funnel, blog et tout. Alors oui, l'intérêt d'avoir un catalogue de fantômes, sachant que la définition du fantôme, c'est un fantôme, ça fait une automatisation, une seule, mais ça le fait très bien et les fantômes peuvent être combinés entre eux. Hem, donc on a pas mal de fantômes, on a plus d'une centaine de fantômes et ces fantômes-là sont stockés dans notre catalogue. L'utilité du catalogue, il est double, il est, SEO et produit. Et le secret qu'on a, enfin le truc vraiment cool qu'on a, qui marche pas, enfin qui marche pour ceux qui ont des catalogues, hein, ça marche pas pour tout le monde évidemment, mais c'est de considérer que les pages SEO sont des pages produits, donc elles sont faites pour des humains. Elles sont là pour être, quand un humain, un client, un prospect arrive, un utilisateur arrive sur une page de nos fantômes, c'est une page produit. C'est ok, je fais faire ça, je vais faire ça, oh c'est intéressant, vas-y, je clique. Le call to action, c'est le CTA, c'est installer le fantôme dans mon Phantom Buster. Euh, Ce qui est hyper intéressant, c'est que ces pages-là, quand on cherche, je voudrais aller récupérer les résultats d'une recherche LinkedIn automatiquement, eh bien, j'arrive sur LinkedIn Search Export, qui est le nom de notre fantôme qui fait ce travail-là. Donc la page LinkedIn Search Export de ce fantôme-là est une page SEO, mais c'est aussi une page du produit. Et quand on est en train d'utiliser le produit et qu'on utilise un fantôme et qu'on se dit ah oui, mais pour pouvoir faire la prochaine étape, j'ai besoin de LinkedIn Search Export, eh ben je vais aller en tant qu'utilisateur sur le catalogue, sur LinkedIn Search Export et aller l'utiliser. Et là, le Google, il voit quoi? Il voit qu'il y a des gens qui vont sur ces pages-là alors qu'ils ne viennent pas de Google. Donc ça veut dire que, ok, cette page-là, elle apporte énormément de valeur, c'est une vraie page pour des humains, et ça, en termes de SEO, c'est topissime. Donc la notion de catalogue et intégrer le catalogue en tant que produit, c'est majeur pour nous. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien extrêmement fort entre marketing et produit, parce qu'on a fait ce choix-là. Donc ça, c'est un des points, un des piliers. Évidemment, il y a le, il y a le SEA, donc le Search Engine Advertisement, donc les pubs sur Google. Et donc là, l'intérêt, c'est l'immédiateté. On a la possibilité de faire des publicités standards, hein, et donc là, on a un segment particulier d'utilisateurs qui arrivent de ces publicités-là sur nos landing pages, sur nos pages fantômes, sur notre blog, donc sur tout l'ensemble du contenu. Et l'intérêt du SEA, donc de la pub, c'est que bah, c'est immédiat. Alors que le SEO, quand on veut faire des modifications, on en a pour 2 mois, 3 mois avant que les effets se voient vraiment. Et donc, il faut être extrêmement rigoureux, extrêmement patient et être, encore une fois, très orienté sur la data pour être vraiment bon. OK. Donc si je reprends en fait, et c'est ça qui est, tu l'as dit en termes de SEO, en fait, vous avez, heu, ces pages, de catalogue du coup qui sont très, bottom of funnel au final, dans le trafic parce que là, c'est très intentionniste comme tu l'as dit effectivement, c'est, exporter, des données, de LinkedIn. Bon, bah, quand tu cherches comment automatiser ça, tu vas tomber sur la page pour le faire. Vous avez construit aussi des pages pour remonter un petit peu le funnel. Enfin, c'est du coup, ça c'est le bottom, c'est le très intentionniste et du coup vous remontez petit à petit pour guider en fait un petit peu l'utilisateur pour arriver jusqu'à ces pages quoi.
Oui, oui, on a aussi donc, des pages, on a des pages de blog. On fait pas mal de et puis même du contenu sur les réseaux sociaux en tant que tel. Mais oui, on a des blogs qui, là, est beaucoup plus orienté sur, des workflows, enfin des histoires de comment est-ce que, on fait des stratégies d'acquisition, pour vraiment inspirer, aussi les utilisateurs à, comment faire du lead gen, de façon, moderne, non spammy, faire attention de pas, donc il y a du voilà, il y a c'est en même temps, nous on aime bien faire des choses qui ont plusieurs, utilités et donc le blog est là aussi pour, au niveau, produit, permettre d'apprendre, comment fonctionne, l'ensemble, mais c'est aussi un moyen, de récupérer des utilisateurs. OK. Ouais, c'est très cool parce qu'en fait, c'est ça, tu vas être placé en top of funnel sur comment est-ce que tu peux mettre en place des stratégies d'acquisition qui fonctionnent, et donc logiquement, en fait, j'ai envie de te dire, les CTA dans tes articles, ils sont même tous trouvés pour, bah, tiens, quand tu dis effectivement, que tu peux automatiser, bah, je sais pas, tu vas parler d'outreach, bah, tu vas dire qu'effectivement, potentiellement, tu peux aller sur LinkedIn et dans les campagnes sur LinkedIn, cibler les posts, de tes concurrents qui fonctionnent bien, ça peut être un moyen intéressant. Ah bah tiens, justement, boum, découvre cette fonctionnalité qui permet de le faire et donc tu arrives dans le produit, que Tu tu sur une vas page pouvoir fantôme tester sur la page fantôme, ouais, qui améliore le SEO qui et améliore le ensuite tu arrives SEO dans et le donc produit. boum, tu tombes derrière dans le produit et puis, Exactement, parce que c'est ça qui la page fantôme qui présente comment on fait avec le CTA, bah, maintenant fais-le, quoi, exactement. dans le produit et c'est là qu'après tu vas aller déclencher du coup le funnel, en fait, il est super bien construit, c'est vachement intéressant, quoi. Yeah, c'est cool, c'est plutôt cool. Et du coup, quand tu reposes forcément sur le SEO, et j'allais dire même le SIA certainement sera impacté aussi. Quand on voit les évolutions, IA, je pense notamment les recherches par ChatGPT, enfin dans des outils type ChatGPT où les gens vont carrément poser leurs questions, ou alors Google AI Overview qui va proposer carrément des réponses aussi. On va forcément s'attendre à voir baisser une partie du trafic organique, d'autant que vous êtes très présent aux États-Unis, donc en fait tu l'as peut-être déjà observé. Oui, on l'a déjà Euh, observé. Comment est-ce que tu l'anticipes? Bah, déjà, qu'est-ce que tu as observé par rapport à l'attitude US, tu vois? Parce qu'en France, en fait, on l'attend encore, cette arrivée qui devrait bah, justement se produire en 2025. Qu'est-ce que vous avez observé? Comment est-ce que vous avez adapté des choses particulières? Alors, on a observé, que certaines personnes venaient de ChatGPT, effectivement. Et bah, nous on le prend comme étant une opportunité parce que, hem, bah, je parlais de la localisation, tout à l'heure. Nous, on a un produit qui est que en anglais. Pour les personnes qui alors ça marche pas avec, ton exemple des États-Unis uniquement, mais en tout cas en Europe, quand ce sera très, très, très développé en Europe, bah, je suis, français, je pose ma question en français et il y a GPT qui me dit: «Bah, regarde, utilise LinkedIn Search Export», ce qui est en anglais. Donc ça va permettre, en cherchant des mots-clés dans sa propre langue, de pouvoir arriver sur Phantom Buster de la même manière et nous donner des informations sur le fait que, attention, il y a quand même beaucoup de personnes qui posent des questions, qui viennent de GPT, avec sans parler du tout anglais. C'est peut-être le moment de localiser l'ensemble du produit. Donc on va pouvoir aussi, grâce à ces usages-là, pouvoir modifier les stratégies d'acquisition et aussi le produit. Donc non, ça reste une grosse opportunité. Après, derrière, il y a effectivement Google qui va proposer des réponses, mais Google il va aussi se baser sur l'ensemble de sa stack qui existe déjà, et donc notamment sur tous les moteurs de SEO qui permettent de dire voilà, ce modèle-là, ce site web-là, il faut le mettre en premier dans la réponse. Évidemment, enfin ça va être un mix de l'ensemble. Donc il va y avoir un changement d'usage, très clairement, il va y avoir une disruption de la façon de poser des questions, mais en tout cas voilà, nous on est prêts et on pense que ça va être source de potentiel énorme. Pour la localisation et le SEO, on peut imaginer, notamment dans l'utilisation des LLM, le fait de dire bon bah voilà, j'ai une page SEO en anglais, et bah si j'ai 100 pages SEO en anglais, bah aujourd'hui en vrai j'ai 1000 pages SEO dans toutes les langues. Et il suffit juste que j'ai un moteur qui, quand je change un mot clé en anglais, que l'ensemble soit retraduit et remis en ligne automatiquement. Donc voilà, ça reste des opportunités techniques produits, ça reste des opportunités d'acquisition. C'est un mix de technologies qui va permettre de donner de meilleurs résultats. Donc ce qui compte, c'est être bon en SEO aujourd'hui, c'est avoir une brand qui est très forte aujourd'hui, et puis derrière, l'adaptation se fera de façon tranquille. Quoi. Je suis pas du tout inquiet. OK, ouais, donc t'as pas vu de chute drastique sur le marché américain, en tout cas Non, non, anglophone, non, par rapport à ça, quoi. non. OK, très cool. Écoute, merci beaucoup pour ce retour d'expérience, c'est bon, évidemment super intéressant. Si je devais, mettons, pour conclure un petit peu, demain je veux lancer un SaaS, la motion un peu PLG, ça me paraît, pertinent par rapport à mon cas d'usage. C'est quoi les conseils que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit, tu vois, de nos échanges et de ton expérience,
pour quelqu'un qui ou même un marketeur du coup qui a effectivement, ce type de produit à travailler, quoi? Alors pour un marketeur, c'est, d'embrasser à 1000 les LLM, l'AI, la gestion du contenu, le SEO, nouvelle génération. Faut se former le plus rapidement possible. C'est la façon de faire du contenu, a changé et va changer encore plus de façon, radicale. Donc être très orienté data, ça va être, majeur, hein. Enfin ça l'est déjà, hein, mais ça va être encore plus le cas. Ça c'est pour les marketeurs. Pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le PLG, qui ont envie de faire ça, ça demande beaucoup d'expertise hyper pointue. Et donc moi, si je devais refaire ce que j'ai fait, c'est la même chose, c'est de m'entourer de personnes ultra compétentes dans tous ces domaines-là différents, parce que ça demande voilà une expertise énorme et que c'est pas possible de tout faire soi-même. OK, très cool. Et ben, écoute, encore une fois, merci pour tout ça Guillaume, c'était super intéressant et puis, bah, maintenant il me reste à te souhaiter une bonne journée. Bah, merci beaucoup, merci pour ton accueil et puis, très bonne journée. Salut. Salut.